Bonjour à tous, chers collègues. On fait une sorte de réédition de nos conférences succession et donation qu'on a effectuées en 2018, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, de gens qui n'avaient pas pu participer, certains qui avaient participé mais qui auraient bien aimé avoir une redite. Et donc avec la même équipe gagnante de chez De Kaiser, on s'est dit qu'on allait refaire une série de conférences FFPE sur les mêmes sujets, mais avec un angle un peu différent, parce que la fois dernière, on avait attaqué uniquement la partie légale des dispositions testamentaires, successorales et des donations. On avait fait succession-donation en même temps, et on ne faire que la partie légale dans une conférence, et puis la conférence suivante que la partie fiscale. Et on s'est dit que la thématique était trop complexe, peut-être qu'il fallait peut-être avoir dans la même conférence des aspects civils et fiscaux, mais en commençant par les successions. À la prochaine conférence, qu'on fera au mois de juin en français, parce qu'on fait aussi les versions anglaises, on fera que les donations, aspects légaux et aspects fiscaux dans la même conférence. Ça, on voit la totalité d'une problématique, au plan légal et au plan fiscal, parce que la succession, c'est malheureusement quand on est décédé. La donation, c'est qu'on anticipe sur l'événement tragique, qui malheureusement devrait survenir un jour ou l'autre, pas trop tard, pas trop tôt surtout. Voilà. Donc, on fait donc cette réédition dans ce sens-là cette fois-ci, pour voir si c'est peut-être plus praticable et plus compréhensible. Et donc je vais laisser rapidement la parole à nos conférenciers préférés. Merci M. Bakri. Voilà, ça me paraît un peu violent. Comme ceci, c'est mieux, tout le monde m'entend. Parfait. Donc la deuxième conférence sur les donations, on pourrait au fond la présenter d'une autre manière. C'est une conférence au cours de laquelle on abordera davantage la manière de planifier, de planifier sur le plan fiscal, donc de réduire la charge aux moyens principalement de donation, mais on envisagera également des manières alternatives telles que l'assurance vie. On peut mettre un patrimoine immobilier dans une police d'assurance vie. Au décès de la personne qui a souscrit, ce portefeuille ou cet argent passera aux mains de la personne désignée, héritier légal ou pas. Et c'est une mécanique qui peut permettre, si elle est bien organisée, d'éviter les droits de succession, bien entendu de manière légale. Une autre alternative à la fondation familiale belge, une petite structure dans laquelle on place des fonds, des immeubles même, et la fondation elle-même les retransmettra aux héritiers dans certaines circonstances. On peut prévoir par exemple après le décès du fondateur. Donc ça, ce sera la deuxième partie. Je me permets d'abord de nous introduire pendant quelques instants. Donc nous sommes un cabinet d'avocats, nous sommes un cabinet de fiscalistes et un cabinet fort spécialisé en droit patrimonial. Le droit patrimonial, ce sont les aspects civils et les aspects fiscaux liés au patrimoine, aux revenus du patrimoine, aux acquisitions immobilières et à toutes les formes de transmission. Donc les donations et les successions sont évidemment au cœur de notre activité. Dans la mesure où aujourd'hui donc nous tentons de faire une conférence qui donne déjà le maximum de réponses possibles autant qu'on peut le faire en 1 heure. Si après vous venez nous consulter, donc à ce moment-là nos conseils sont rémunérés. On a un site internet qui explique de manière très claire comment nous fonctionnons. Donc nous fonctionnons par forfait lors de la première réunion, puis en tarification horaire. Et souvent, quand les clients demandent une assistance un peu suivie, ils ont plusieurs biens à donner, ou ils veulent étaler dans le temps, on peut proposer souvent un forfait d'honoraires, donc un chiffre en euros. Ça dépend de savoir si on peut identifier nos prestations et mesurer plus ou moins l'ampleur de celle-ci. Puis on propose alors un forfait. Soit les clients en sont d'accord, soit on travaille en tarification horaire. Nous éditons une newsletter tous les 2 mois environ, et vous verrez à la sortie un coupon, si je peux dire, de ce format-ci. Si vous souhaitez que nous vous envoyions cette newsletter, donc gratuitement, vous le remplissez, vous signez, et alors nous pouvons vous l'envoyer. Et puis si vous voulez vous désabonner, vous vous désabonnez. La plupart du contenu de la newsletter, la plus grande partie est en français, et une petite partie en anglais également. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous allons donc commencer par les aspects civils, et puis nous passerons aux aspects fiscaux. Dans les aspects civils, d'abord
Alors qu'est-ce que c'est? C'est le bas du slide que vous avez sous les yeux. Les aspects civils consistent à déterminer qui sont mes héritiers. Qu'est-ce que je laisse à chacun? Qu'est-ce que je dois laisser au minimum s'il existe une réserve héréditaire? Donc, un minimum auprès des héritiers en droit. Toutes les législations en Europe ne prévoient pas une réserve héréditaire. Bon, l'Angleterre, il n'y a probablement aucun Anglais parmi vous, ne prévoit pas de réserve héréditaire pour le conjoint. Le Luxembourg non plus. Il y a plusieurs États dans cette situation. La Catalogne non plus, qui n'est pas un État, mais nous n'allons pas rentrer dans le débat, elle a une législation un peu différente. Enfin, chaque communauté autonome en Espagne a sa législation. Donc l'aspect civil, c'est de déterminer qui sont les héritiers légaux. Or, il se fait qu'en exécution d'un règlement européen de 2012, on peut, dans une certaine mesure, choisir la loi civile applicable à sa succession. Nous allons y venir un petit peu plus loin. Donc c'est le règlement européen 650 de 2012 qui va permettre un choix en fonction de sa nationalité ou de sa résidence. Et donc on va pouvoir déterminer si on choisit tel corps de loi ou tel autre corps de loi, un avec réserve héréditaire, un sans réserve héréditaire, un où le conjoint, partenaire survivant n'a droit qu'à de l'usufruit, ou a droit à de la pleine propriété, ou n'a droit à rien si on veut l'en priver. Nous allons venir plus particulièrement sur le droit belge, parce que le droit belge s'appliquera à un grand nombre d'entre vous, malgré l'existence du protocole que vous connaissez tous, le protocole numéro 7 en matière fiscale, mais qui précisément ne vise que la matière fiscale. Là, nous sommes dans les aspects civils. Nous viendrons aux aspects fiscaux un petit peu plus tard aujourd'hui. Pardon. Donc, nous allons parcourir des aspects belges en matière de succession. Nous allons également, et ce sera mon associé Maître Mans qui va aborder ce point-là, épingler un certain nombre de dispositions spécifiques dans la législation d'États qui nous entourent et qui ne sont peut-être pas les États les plus anglophones, puisque vous êtes tous a priori francophones. Et donc épingler des différences qui peuvent vous faire songer qu'au fond vous auriez peut-être intérêt à ne pas garder la législation de votre pays d'origine applicable, ou que vous n'auriez pas intérêt à prendre la législation belge, ou au moins en tout cas comprendre ce qui se passera si vous décédez sans organiser votre succession. Alors, nous viendrons donc ensuite aux aspects fiscaux. Dans la plus grande majorité des cas qui vous concernent, il existe un risque de double imposition, voire de triple imposition. Pour vous donner un exemple, on va directement prendre une triple imposition pour rendre les choses plus passionnantes. Si vous êtes donc établi en Belgique après votre retraite, les protocoles fiscaux ne s'appliquent plus, le droit fiscal belge s'appliquera à votre succession. Mais vous êtes d'origine espagnole, par exemple, et vous avez en Espagne des enfants. Et vous leur léguez votre maison de vacances qui est en France. Le droit belge va s'appliquer, donc au niveau fiscal, parce que vous êtes résident belge. Le droit espagnol va s'appliquer à vos héritiers espagnols, parce qu'en Espagne, les impôts s'appliquent du fait que l'héritier est résident espagnol. Si le défunt l'est, le droit espagnol s'appliquerait aussi, ici le défunt est belge, résident belge. Là, les enfants sont résidents espagnols, l'Espagne va dire je taxe toute la succession. Et puis la France va dire l'immeuble est situé en France, je taxe l'immeuble. Donc on a trois pays qui vont chercher à taxer. Donc nous allons parcourir tout à l'heure les remèdes qui existent à ce risque de double imposition, de triple imposition. Et nous verrons également, dans le cadre belge, comment les successions sont taxées. Vous comprendrez également pourquoi il existe, on va dire, un risque que les taxes belges s'appliquent à votre situation ou à la situation de certains d'entre vous. Alors, en ce qui concerne les aspects civils, nous avons donc un règlement 650 de 2012 qui prévoit que si le défunt est un résident habituel d'un État de l'Union, le droit de cet État s'appliquera. Je vais venir après sur la notion de résident habituel. Allons directement sur le corps de la règle. Le règlement permet
que si je suis résident habituel d'un État, je peux choisir que la loi civile applicable à ma succession, donc qui sont mes héritiers, est-ce qu'ils héritent en usufruit, en pleine propriété, est-ce que je suis totalement libre, est-ce qu'il y a des réserves, je peux choisir l'état de ma nationalité, la nationalité au moment où je fais le choix, par exemple au moment où je fais mon testament, ou ma nationalité à mon décès. Il y a plusieurs situations où on peut choisir une nationalité du décès qui n'est pas celle du moment où je fais mon testament. Le cas le plus simple, qui n'est sans doute pas le plus courant, mais enfin il y en a beaucoup. J'ai deux nationalités, je suis en train de renoncer à l'une, donc je sais que je ne garderai que l'autre, je peux choisir celle-là. Si je ne fais pas de choix, ce sera la loi, donc la loi civile de l'état de ma résidence habituelle à mon décès. Pardon, je suis un peu enroué. Si le défunt n'est pas résident habituel de l'Union, alors ça peut être le cas d'un ou l'autre d'entre vous, on ne va pas s'appesantir sur cette question, mais enfin, on peut malgré tout avoir le droit d'un pays de l'Union qui s'applique. Donc j'ai par exemple un Australien là dans la salle. Eh bien, l'Australie n'est pas encore membre de l'Union, mais cette personne a la nationalité, mettons, portugaise. Il est parti s'établir en Australie, mais il a la nationalité portugaise. Et il a un bien au Portugal. Il faut un bien dans le pays en question. Donc il a un compte bancaire, il a un immeuble. Il peut choisir le droit portugais pour toute sa succession, y compris pour les biens en Australie. Et le deuxième cas où ce choix serait également possible, c'est celui où une personne qui réside hors Union aujourd'hui a été résidente d'un pays de l'Union. Donc dans mon exemple, l'Australien a été résident du Portugal pendant un moment au cours des 5 dernières années. Alors, nous n'allons pas nous appesantir sur cette question-là. Passons directement à la notion de résident habituel. Donc si je suis résident habituel d'un pays de l'Union, c'est la loi de ce pays-là qui sera applicable au niveau civil. Quels sont les critères indiqués dans le règlement, qui sont assez ouverts, en tout cas susceptibles d'une grande interprétation. Mais les critères qui sont nommés sont le centre des intérêts personnels et familiaux, l'état où la profession est exercée et la situation du patrimoine. Où est mon patrimoine? Un critère subjectif qui est l'intention de fixer de manière stable le centre permanent de ces intérêts dans cet état. Alors déjà, si je me retourne en un regard vers chacun d'entre vous, je pense que vous remplissez tous ces critères par rapport à la Belgique. Vous êtes tous résidents habituels de Belgique, peut-être pas, vous ne remplissez pas tous les 3 critères, résidents habituels sans doute, vous exercez votre profession ici à Bruxelles, et peut-être que votre patrimoine est en Belgique, ou qu'il est majoritairement en Belgique. Et puis, bon, vous avez quand même eu l'intention de venir en Belgique pour un certain nombre d'années, puisque vous travaillez pour la Commission. Donc le droit civil belge peut s'appliquer à votre succession. Vous êtes résident habituel de ce pays-ci. Mais vous pouvez faire le choix de votre nationalité, comme je l'indiquais auparavant, choix d'état de la nationalité lors du décès ou au moment où on fait le choix. Alors, quelques commentaires là-dessus, là dans le bas du slide. Notons bien que la résidence habituelle, je viens d'affirmer qu'un certain nombre d'entre vous avaient leur résidence habituelle en Belgique, ça n'est donc pas à confondre avec le domicile fiscal. Votre domicile fiscal à tous est, donc plutôt votre domicile, l'État qui a le droit de vous imposer est votre pays de recrutement. Donc on va appeler, pour la suite de notre exposé, Maître Mans et moi, le pays d'origine. Ça n'est pas nécessairement votre pays de nationalité, ou là où vos parents sont, mais voilà, c'est votre pays de recrutement. Donc ne confondons pas les deux critères. Vous pouvez donc être établi à Bruxelles, vous êtes italien ayant été recruté en Italie, vous êtes contribuable italien et pas contribuable belge. Et pourtant, votre résidence habituelle est ici, et ce critère-là s'appliquera pour choisir le droit successoral
civil applicable. Donc le droit belge a beaucoup d'intérêt pour un certain nombre d'entre vous, même si vous ne vous en étiez pas rendu compte. Alors, une seule loi civile s'appliquera pour toute la succession dorénavant. Dorénavant, c'est depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, qui est du pain béni pour des contribuables, des citoyens comme vous. Puisque auparavant, quand on se trouvait dans une situation transfrontalière, dans une situation internationale, on devait appliquer au niveau civil plusieurs lois en fonction de l'endroit où se trouvaient les biens, de l'endroit où se trouvait son domicile, etc. Donc on pouvait avoir le bien de vacances, dont je parlais tout à l'heure, qui est en Italie, soumis au droit civil italien, qui va donner une réserve, une certaine quotité aux enfants, une certaine quotité aux conjoints. Puis vous avez un autre bien en France, hop, on appliquait le droit français avec d'autres quotités, mais vous étiez fondamentalement résident belge, on appliquait la loi belge au patrimoine mobilier ou à l'appartement à Bruxelles. Vous voyez la complexité. Elle n'était pas désagréable intellectuellement pour des avocats, mais le règlement est quand même du pain béni pour harmoniser les choses, favoriser les déplacements et simplifier la vie de chacun. Alors, comment exprimer son choix de loi? On exprimera son choix de loi par testament en général. Quand je fais mon testament, où que je le fasse, vous êtes en Belgique, vous allez voir un notaire espagnol ou un notaire français, ou vous venez voir un avocat, et vous faites votre testament, là vous pourrez choisir, donc si vous voulez faire choix du droit de votre nationalité, peu importe où vous faites le choix, ça n'est pas l'endroit où vous signez qui compte. Le pacte successoral, qui est autorisé en Belgique et qui l'est également dans d'autres États, comme le droit français, le pacte successoral est une sorte de contrat familial dans lequel on peut choisir le droit qu'on souhaite voir appliqué à sa succession. J'ai 4 enfants, je donne à l'un telle maison, à l'autre telle maison, au troisième mon compte bancaire et au quatrième mon amour, et tout le monde est d'accord, tout le monde signe le contrat que j'ai préparé avec mon épouse, c'est ce qu'on va appeler ce pacte successoral ou pacte familial. Je choisis dans ce pacte que tout le monde donc que le droit belge est applicable. En l'occurrence, le droit belge acceptera que mon 4e enfant, qui est le plus heureux, se contente de mon amour. Donc, partager sa succession ne signifie pas partager en parts égales. Il existe également une disposition très particulière dans le règlement 650, c'est l'article 25 de ce règlement, qui permet de déterminer la loi qu'on souhaite voir appliquée aux effets successoraux d'une donation. Donc nous avons naturellement beaucoup de clients étrangers, puisque voilà, c'est notre fonds de commerce. Donc on aurait des Français qui viennent nous voir, qui vont faire une donation à leurs enfants français. Or, papa et maman sont résidents belges. Mais donc, ils ne sont pas fonctionnaires européens, ils sont établis ici pour simplifier. Et ils sont résidents belges, ils font une donation. Dans cette donation, ils peuvent préciser, grâce à ce règlement, donc article 25, que ce sera le droit belge, on va dire, on va prendre un autre droit, on va dire le droit français, que ce sera le droit français qui s'applique à tous les effets successoraux de la donation qu'ils viennent de faire. Donc, alors qu'eux-mêmes sont papa, maman, résidents belges, voire même l'enfant à qui ils font une donation, résident belge, mais ils savent qu'après leur retraite, ils iront se rétablir en France. Ils font leur donation en 2019, et ils décrètent que cette donation, qui est peut-être faite en Belgique, qui est peut-être faite au Portugal, qui peut être faite n'importe où, eh bien, tous les effets successoraux, c'est-à-dire la prise en compte de la donation dans le partage successoral, que les effets seront soumis au droit, je ne sais plus ce que j'ai donné comme exemple, français. Au droit français. Je suis. Alors, le cas de la plurinationalité est donc assez courant, et là on peut choisir une de ces nationalités. Donc je suis à la fois, il y a d'ailleurs de plus en plus d'anglais qui prennent une deuxième nationalité, voilà, je suis anglais et belge. Je peux choisir le droit belge, donc comme choix de ma succession. Et on ne tiendra pas compte à ce moment-là de la nationalité anglaise. Et enfin, une question qui se pose est celle de la réserve héréditaire, puisque la réserve, dans certains pays, est considérée comme d'ordre public.
Donc, on ne peut pas y renoncer, on ne peut pas léser ces enfants, on ne peut pas les priver de ce minimum prévu par la loi. Ce serait contraire à l'ordre public. Tous les États ne donnent pas un caractère d'ordre public à la succession. La semaine dernière, nous avions un client belge qui avait été se domicilier à Monaco. À mon avis, ils habitent dans une boîte aux lettres, mais bon. Ils ont choisi Monaco pour priver leur fils, qui est venu nous consulter, comme par hasard. Ils ont choisi Monaco parce que Monaco ne connaît pas la réserve héréditaire pour les enfants. Pardon. Monaco... Non, pas du tout juste. Eux ont fait l'erreur, pardon. C'est un nouveau dossier, donc je ne l'ai pas encore bien en tête. Eux ont choisi Monaco. Or, Monaco prévoit que la réserve héréditaire des enfants est d'ordre public. Le droit belge, qui prévoit la réserve héréditaire, ne lui donne plus un caractère d'ordre public depuis ce règlement européen. Or, ces gens veulent priver leur fils de réserve, ils ont donc fait le mauvais choix. Ils ont été s'installer dans leur boîte aux lettres à Monaco pour des raisons de fiscalité personnelle, mais ils voulaient déshériter leur fils. Le papa ou la maman est décédé il y a 15 jours. Le fils va donc hériter d'une part minimum. Alors, en droit belge, le droit belge va donc s'appliquer lorsque la résidence habituelle du citoyen est en Belgique. Le cas, un cas très possible pour un certain nombre d'entre vous est la situation après retraite. Pour ceux qui restent en Belgique après leur retraite, parce que les habitants de la Belgique sont tellement sympathiques, voilà que le droit belge va s'appliquer, sauf s'ils font choix de leur nationalité. Voilà, on reste en Belgique 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps de vendre l'appartement, ou le temps que peut-être autre chose se passe. Le décès survient pendant cette période-là. Le droit belge s'appliquera. Si je n'ai pas fait une démarche au préalable pour faire choix d'un autre droit. Un cas auquel il faut faire attention, ce sont toutes les donations qu'on a faites antérieurement et qui sont soumises au droit belge. Il faut faire attention parce que si vous allez voir un notaire belge pour faire une donation, il va à tous les coups soumettre votre donation au droit belge. Le notaire ne connaît que le droit belge. Et puis, vous avez l'intention de repartir dans votre pays d'origine, la Croatie, l'Italie, un pays ensoleillé, après votre retraite. Et voilà que sapristi, vous avez fait des donations soumises au droit belge. Comment vont-elles s'intégrer dans la succession? C'est plus compliqué. Donc, au moment où vous faites des donations, il faut déjà songer aux droits que vous souhaiteriez voir appliqués à votre succession. Donc, un certain nombre de donations vont intervenir, sans doute, si vous êtes là déjà, c'est que vous songez à organiser les choses pour que ça se passe de manière harmonieuse entre les membres de votre famille, si possible, d'une manière où les impôts ne sont pas prohibitifs. Et donc, vous allez peut-être faire des donations soumises au droit belge. Dans un certain nombre de cas, si ces donations sont importantes, il sera souhaitable que votre succession soit alors soumise au droit belge pour assurer la cohérence. Alors, le droit belge a été modernisé récemment. Je ne sais pas si on revient dans le détail sur les familles recomposées, etc. Non, j'en dis un petit mot. Où est-ce qu'on en est là? Je sais que je suis bavard. Bon, donc le droit belge a été modernisé récemment, au mois de septembre 2018, pour tenir compte des situations de monsieur et madame qui sont domiciliés dans des pays différents, qui ont des enfants de précédentes unions, etc. Donc, il correspond plus aujourd'hui à la situation des familles de 2019. La dévolution successorale légale en Belgique, c'est-à-dire si on ne fait rien, pas de testament, rien, et que le droit belge s'applique, le conjoint aura l'usufruit. Quand on dit conjoint, c'est le partenaire de fait, le partenaire de droit. Le partenaire de fait, c'est seulement en Flandre. Enfin, on va dire, en gros, c'est le partenaire et le conjoint marié. Il aura l'usufruit de la succession et les enfants, s'il y en a, auront la nue propriété. S'il n'y a pas d'enfants, le conjoint aura la totalité de la propriété, du patrimoine, sous réserve que les ascendants ont une petite réserve. En général, on n'en tient pas trop compte. Enfin, on doit en tenir compte légalement, mais les ascendants ne la demandent pas.
on peut déroger à cela par testament ou par ce pacte successoral dont je vous parlais tout à l'heure. Le testament, on peut le faire chez un notaire. Donc on peut le faire chez un notaire belge. Vous pouvez résider à Bruxelles et aller chez votre notaire à Milan ou à Madrid. Vous pouvez aussi le faire chez vous et l'enrouler autour des ressorts de votre matelas. Bon, il faut espérer qu'on le trouvera. Il faut espérer qu'il soit légal aussi. Vous pouvez le faire hors notaire chez un avocat. Donc nous rédigeons souvent des testaments et puis les gens les recopient parce qu'un testament en droit belge doit être écrit absolument à la main de la première à la dernière lettre sans qu'il y ait un mot écrit à la machine, même pas la commune, XL le, et puis vous écrivez tout à la main, le testament est nul. Donc il doit être totalement écrit à la main. Alors, on a parfois des cas drôles, évidemment ici on n'a pas vraiment de temps, mais on avait une dame qui est venue, enfin c'est pas la dame qui est venue nous voir, on a 3 fils qui sont venus nous voir il y a quelques mois, qui sont des demi-frères de leur père. Leur père a changé de sexe, donc il est devenu leur deuxième maman, si je peux dire. Mais il était amoureux d'une femme. Bon, il change de sexe, il reste avec cette femme. Et alors qu'il a toujours dit que ses enfants seraient ses héritiers, en tout cas un d'entre eux qui était peut-être plus soin de lui, voilà qu'il fait un testament totalement au profit de cette dame. Ce testament est bien écrit totalement à la main, mais il y a des erreurs jusque dans son propre prénom. Bon, certes, il venait d'en changer. Mais des erreurs dans son prénom, des erreurs dans son domicile. Le testament, l'écriture part vers le haut, puis elle redescend vers le bas. Bon, je soupçonne qu'il y avait une deuxième main qui tenait la sienne. Donc, nous avons évidemment montré des muscles pour défendre les droits de nos clients. Et on a exculpé de la nullité de ce testament. Voilà. La dame en question n'avait pas l'air d'un escroc et elle a dit bien d'accord. Moi, si j'ai une petite somme qui me permet de vivre sans souci, je suis bien. Et voilà. On a signé un accord avec elle la semaine dernière. Donc, voilà. Là, le testament, il était complètement écrit à la main, mais il était quand même un peu douteux. Le conjoint, il a droit à quoi en droit belge? Il a une réserve qui est voilà, on est là, le bas de réserve abstraite ou réserve concrète. La réserve abstraite, le conjoint a droit au minimum à l'usufruit sur la moitié du patrimoine. Et cet usufruit, il va le prendre sur la quotité disponible, c'est-à-dire sur la partie qui n'est pas réservée aux enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a souvent des enfants d'un premier lit, comme on dit. Donc, le défunt a ses enfants à lui, ils vont avoir une moitié de sa succession. Il s'est remarié ou il a un nouveau partenaire. Ce partenaire va avoir l'usufruit de l'autre moitié. Comme ça, on évite les interactions avec la belle-mère ou le beau-père. Mais ça, c'est la situation s'il n'y a pas de contrat de mariage, de séparation de biens. Alors, oui. En fait, le contrat de mariage, c'est une bonne question. Je vais répondre maintenant et pour le reste, les questions, elles seront peut-être plus bienvenues après. Mais c'est une très bonne question. C'est qu'on va d'abord régler la question de savoir quel est le patrimoine du défunt en s'appuyant, donc s'il est marié, ou s'il est pacsé même, en s'appuyant sur le contrat, on va dire, de mariage. Je suis en séparation de biens, ça veut dire que ma femme et moi, nous avons des biens propres. Elle travaille, je travaille. J'ai un patrimoine qui m'est propre, elle a un patrimoine qui est propre. J'ai peut-être hérité de certains biens, ils sont propres également, elle a hérité de certains biens, ils sont propres également. A l'inverse, je suis marié en communauté de biens, tout ce dont j'ai hérité restera propre, rien qu'à moi, ou rien qu'à elle. Par contre, tout ce que nous avons acquis durant notre vie est commun. C'est la communauté d'acquet, même régime que dans d'autres pays comme la France. Donc on va d'abord passer par cette clarification de qui est propriétaire de quoi, on appelle ça la liquidation du régime matrimonial, pour ensuite, en ce qui concerne exclusivement la part du défunt, son patrimoine à lui, régler les choses comme nous l'expliquons ici aujourd'hui. Alors, dans le dessus de ce slide, je voulais vous dire, donc on a une liberté absolue de léguer ce qu'on veut à qui on veut, sous réserve des réserves héréditaires. Bien. En droit belge, la masse successorale, c'est une règle très importante, si je n'ai que ça à dire, je ne dirais que ça,
la masse successorale, celle sur laquelle on va procéder à, à la détermination de qui a droit à quoi. Elle se fait en incluant toutes les réserves faites toutes les donations faites dans le passé. Donc j'ai donné en 2019 une maison à ma fille préférée, je décède en 2040. On va tenir compte de cette maison alors qu'elle n'est plus dans mon patrimoine depuis 20 ans. Pour dire, ben voilà, le patrimoine de M. de Keyser, c'est le million d'euros qu'il laisse à son décès et la maison de 500 000 euros qu'il avait donnée en 2019. Et on prendra en compte la valeur du bien quand j'ai donné. Parce que ma maison de 500 000 en 2019, elle vaut déjà 1,5 million dans 20 ans. Donc on prendra 500 000. D'accord ? Donc on va prendre ça en compte et toutes les donations, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas les faire n'importe comment, toutes les donations seront en quelque sorte remises au pot. C'est-à-dire que elles sont censées n'avoir été, les biens sont censés n'avoir été mis à disposition du bénéficiaire de la donation que pour la période entre la donation et le décès. Et après, il doit rendre. C'est ce qu'on appelle le rapport successorel. Alors, évidemment, la loi prévoit tout de même qu'on peut rendre par compensation avec d'autres biens. Et on peut prévoir, si la donation est faite avec un certain soin, que le rapport successorel ne s'appliquera pas. On tombe alors dans ce qu'on appelle une donation par préciput et hors part. Un joli terme incompréhensible, mais comme ces termes un peu moyenâgeux que voilà, les professions juridiques utilisent, les notaires, les avocats, les huissiers, qui fait que le bon peuple ne comprend pas et va les voir. C'est un peu l'idée au Moyen-Âge, je crois. Voilà, maintenant vous savez ce que ça veut dire, la donation par préciput et hors part, c'est cette donation qu'on fait à quelqu'un qui sera un héritier légal, donc un enfant ou le conjoint. Mais je spécifie dans la donation que c'est un vrai privilège pour lui, qu'il ne doit pas rapporter au pot à mon décès. Voilà. Alors, le pacte successorel, je ne vous en dis qu'un court mot. Donc, c'est une convention qu'on peut faire entre parents et enfants. En droit belge, ça existe depuis 6 mois. Ça permet d'assurer la paix des familles. Voilà. On en a déjà fait quelques-uns sur ces 6 mois. Ça n'est pas évident pour les parents de discuter de leur succession avec leurs enfants. Ils aimeraient bien garder un peu le pouvoir, le contrôle, le mystère. Parfois, ils doivent se coltiner des enfants qui sont un peu âpres et qui sont là, non, moi je veux ci, je veux ça, et je veux être sûr que c'est pas ma soeur qui a tel bien. Si on veut bien passer par là, le pacte, il assure l'harmonie ultérieure. Tant que les parents sont là avec leur autorité, c'est beaucoup plus facile qu'au moment du décès. Et enfin, je crois que ceci je l'ai déjà dit, je vais juste insister sur un point. Donc le testament conjonctif est ce testament qu'on peut faire à deux, mari et femme, ou deux partenaires. C'est interdit en droit belge comme dans la plupart des droits, parce que sinon ça permet qu'un des conjoints fasse pression sur l'autre. C'est autorisé dans certains États comme l'Allemagne. Donc là on peut faire un testament à deux. L'intérêt de ceci dans notre discussion d'aujourd'hui, c'est que ça permet de choisir le droit de son conjoint. Ainsi avons-nous eu l'année dernière une dame d'origine congolaise qui avait épousé un Français. Donc les deux sont venus nous voir. Les deux étaient... Alors le monsieur, il n'avait plus de contact avec ses filles depuis 25 ans, donc il voulait les déshériter. Impossible en droit belge, il réside ici. Impossible en droit français, droit de sa nationalité. Tout à fait possible en droit congolais. Il ne résidait pas encore en Belgique. Il voulait quitter la France. Il en avait marre de la France. On lui a dit, bien cher monsieur, si vous voulez vraiment ne rien laisser à vos filles, il y a une solution très simple, vous traversez le Rhin, vous allez vous installer du côté allemand, vous faites un testament avec madame, vous choisissez le droit de la nationalité de madame, le droit congolais, c'est parfaitement valable pour vous, puisque ce sera un testament conjonctif, et lorsque vous décéderez, on appliquera le droit congolais et vos filles n'auront rien. Voilà, je pense qu'il est grand temps que je passe la parole à Maître Mance, à qui je crois d'ailleurs avoir déjà, oui, genre, un petit peu abordé le sujet sur lequel il a été allumé. Bonjour à tous, mais donc on va prendre un cas pratique pour illustrer l'intérêt de choisir un autre droit civil pour réger sa succession. Cas classique, monsieur, madame, 2 enfants. Monsieur décède. Donc on pourrait passer. Si monsieur avait la nationalité française, il aurait pu par exemple
donc opter pour la nationalité française, ça permettait notamment qu'il fasse un testament par lequel il alloue tout son patrimoine aux enfants. Étant donné qu'en France, il n'y a pas de réserve héréditaire pour le conjoint, et donc le choix du droit civil successoral français permet de déshériter en toute légalité un conjoint. Si monsieur avait été espagnol, il aurait pu donc soumettre sa succession, le versant en tout cas civil de sa succession au droit civil successoral espagnol. Ça offre plusieurs possibilités, notamment le droit de nouveau de déshériter son conjoint si le droit foro de Catalogne était compétent. Si c'est Navarre, il pouvait déshériter tout le monde, c'est-à-dire le conjoint et les enfants. Il n'y a pas de réserve héréditaire en Navarre. Donc souvent en Belgique, on dit que c'est compliqué, on a 3 régions. L'Espagne, on a 17, enfin 17 droits foraux, donc nous on est au B à bas face à l'Espagne. Comment savoir qu'un des droits foraux est compétent vu que potentiellement la personne qui va soumettre son droit réside dans un autre État, donc il choisit la nationalité, le droit espagnol, par contre on ne peut pas choisir le droit de Navarre ou de Catalogne, c'est le droit dans lequel la personne qui opte pour le choix espagnol avait sa résidence au moment où il a quitté l'Espagne. Donc vous étiez un résident de Navarre, vous venez bosser à la Commission européenne, vous optez pour le droit espagnol. En fait, le droit qui va s'appliquer, c'est le droit de la communauté autonome de Navarre. Le droit italien, lui, présente un avantage, c'est on va appeler ça la segmentation. Donc si vous vous souvenez, en droit belge, si on ne fait pas de testament, le conjoint hérite de l'usufruit de toute la succession, les enfants la nue propriété, donc dans mon exemple, il y a 2 enfants, chacun prend la moitié en nue propriété, mais donc il y a une espèce d'interaction entre les enfants et le conjoint. En optant pour le droit italien, vous créez une segmentation, c'est-à-dire que la règle en Italie, sans testament, le conjoint récupère 1/3 de la masse successorale et les enfants chacun 1/3. Donc il n'y a pas de connexion. Souvent, les connexions dans le cadre de familles recomposées sont mal vécues. On parle du phénomène Cendrillon, la charmante Cendrillon face à l'horrible belle-mère. À la période MeToo, on aurait dû dire beau-père. Le droit polonais, lui, il a comme intérêt, donc si on peut soumettre sa succession au droit civil polonais, il permet en fait aux héritiers de renoncer anticipativement à leur vocation successorale, à leur droit dans la succession du défunt. En Belgique, on peut, par contre, on peut sur certains aspects, type j'ai 2 enfants, je donne un bien à mon fils, ma fille peut dire je renonce à tout droit successoral sur cette donation, par le biais d'un pacte successoral dont Maître de Kayser vous a parlé. Donc c'est possible de manière ponctuelle. En Pologne, c'est possible globalement. Donc ma fille, dans mon exemple, pourrait dire papa, moi je renonce à tout droit dans ta succession avant qu'elle n'intervienne. Comme ça, mon fils sait qu'il sera potentiellement mon seul héritier. Il change de rien. Mais donc le droit allemand, Manuel m'a teasé sur le testament conjonctif. Il y a un autre intérêt, donc beaucoup d'Allemands procèdent à un testament qu'on appelle Berliner. Pour faire simple, le testament Berliner, c'est un testament par lequel le conjoint, enfin une personne, alloue l'ensemble de sa succession à son conjoint survivant. Par ce biais, il déshérite potentiellement, dans mon exemple, les 2 enfants. Et donc il y a eu tout un débat en droit interne allemand, surtout au regard du nouveau règlement européen donc de 2015, pour savoir est-ce que ce testament Berliner est valable, étant donné qu'il porte atteinte à la réserve héréditaire de 2 enfants. Pour faire court débat, la réponse est non, le testament Berliner doit se conformer, malheureusement pour certains, aux réserves héréditaires des enfants. Et là, je vais te repasser directement la parole. Donc en ce qui concerne les aspects fiscaux, les éléments d'extranéité qu'on va rencontrer sont la nationalité du défunt ou des héritiers, la résidence du défunt ou des héritiers. À titre d'exemple, de résidence, c'est celle du défunt qui va compter dans la plupart des États, parce que le défunt résident de tel pays, c'est tel pays qui va taxer. Mais dans certains États, comme la France, comme l'Espagne, comme d'autres,
on va tenir compte donc de la résidence des héritiers. L'Espagne s'arroge le droit de taxer, en droit interne, parce que l'héritier est en Espagne. Le lieu de situation du bien dont on hérite va jouer. La France va imposer parce que j'ai une pile de billets de banque dans ma maison en France. Tous les pays vont taxer le bien immobilier qui est transmis par succession et qui se trouve dans ce pays. C'est une règle absolument uniforme, elle ne résulte pas d'un règlement européen, il n'y en avait pas besoin. Évidemment, depuis toujours, les États savent que les immeubles ne vont pas se déplacer et que donc il n'y a aucun problème pour taxer les immeubles à qui qu'ils appartiennent. À des nationaux, à des Américains, à des Ougandais, on taxe. Et donc les traités internationaux qui sont un remède à cette double imposition sur laquelle je vais venir, les traités tiennent bien entendu compte de cette particularité en matière immobilière. Et alors le lieu du décès peut également avoir une incidence. Il en aura une, et c'est pour ça que c'était très intéressant de suivre la recommandation de M. Bacri sur l'organisation de cet exposé aujourd'hui, donc de faire tout ce qui est succession ensemble. Parce que le lieu du décès, on l'a vu dans la première partie, pour les aspects civils, peut déterminer quelle loi civile va s'appliquer. Mais quand on détermine quelle loi civile s'applique, on détermine aussi quelle quotité mes enfants reçoivent, mon conjoint reçoit, ou d'autres. Donc quel volume de succession. Or, la plupart des droits, et même tous ceux que je connais en fait, donc la plupart des États ont des droits de succession progressifs. Donc au plus le volume reçu par une seule et même personne est important, au plus le taux de l'impôt sera élevé. Donc le choix civil auquel que vous pouvez faire, et auquel que nous vous recommandons de faire, quel qu'il soit, pour planifier les choses, il aura également un impact fiscal. Au plus vous répartirez votre patrimoine entre beaucoup de personnes, au moins il y aura d'impôts. Donc à l'inverse, quand on va tout léguer à son conjoint en disant mon conjoint il prendrait évidemment soin de nos enfants communs, c'est sûr que c'est très bien sur un plan civil, mais sur un plan fiscal, ça va coûter très cher au premier décès, puisque les taux vont grimper en flèche, et puis ça va recoûter une deuxième fois quand le conjoint lui-même va décéder. Les successions qui concernent des fonctionnaires de l'Union européenne sont particulières, puisque nous avons ce règlement européen de 2012, et je me suis rendu compte en entendant notre romance que je me trompais de date tout à l'heure, en matière civile, le règlement 650 il date de 2015. Le protocole fiscal, lui, date de 2012, la dernière version. Donc ce protocole prévoit que les fonctionnaires actifs et leurs conjoints qui n'exercent pas d'activité professionnelle, on va dire, en Belgique, puisque là vous êtes à Bruxelles, et les enfants à charge, pour autant que le conjoint était déjà le conjoint au moment où le fonctionnaire a été recruté, pour autant que les enfants étaient déjà nés quand le fonctionnaire a été recruté. Je ferme la parenthèse. Le fonctionnaire et son conjoint, pour simplifier, bénéficient du protocole. Le protocole s'applique en matière fiscale exclusivement. Toute la première partie de notre exposé est hors protocole. Le choix de la loi civile, qui sont mes héritiers, de combien ils héritent. En matière fiscale, c'est un peu compliqué parce que le protocole s'applique aux impôts directs et aux droits de succession. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais il ne s'applique pas aux droits de donation. Donc je fais une donation 8 jours avant de décéder. Si c'est une donation de mon compte bancaire, elle sera soumise, je vais vous expliquer pourquoi après, elle sera soumise au droit belge, au droit fiscal belge. Je décède 8 jours après, dans ma succession, on va dire, ah mais il a donné il y a 8 jours à son fils aîné 300 000 €. Là, hop, on va passer sur la fiscalité étrangère, celle du pays de recrutement. Donc, voilà, c'est ainsi qu'il est indiqué au-dessus à droite la donation pour mémoire, il fallait bien vous en parler quand même. Les donations ne sont pas soumises au protocole, les successions le sont. On parlera des donations à la prochaine conférence. Oui, on parlera des donations à la prochaine conférence, ce sera donc plus orienté sur la manière d'organiser son patrimoine pour ne pas rester simplement avec cette information-ci et de rien en faire. Maintenant, l'employé de la commission qui est pensionné
et qui conserve sa retraite en Belgique, donc qui passe sa retraite en Belgique, à quelle législation fiscale est-il soumis? J'ai déjà donné la réponse. On n'a pas le temps d'interroger chacun, mais vous avez fait votre examen de conscience et j'ai écouté. Donc, il n'est plus employé de la Commission ou du Conseil, d'une institution européenne. Il ne bénéficie donc plus du protocole. Il est resté en Belgique. Toute donation qu'il fera sera soumise au droit belge, au niveau fiscal, mais sa succession également. Donc, dès que je prends ma retraite, en tant que fonctionnaire, si je reste en Belgique et que je décède, le droit fiscal belge s'appliquera. De même, si mon conjoint décède, mon conjoint qui, par hypothèse, n'avait pas une activité professionnelle propre, sinon il ne bénéficiait pas du protocole. Bien, alors, nous avons des risques, évidemment, d'imposition multiples. C'est le cas que je citais tout à l'heure en introduction. Enfin, il y a déjà un certain nombre d'informations qui sont venues depuis là, donc je vais le rappeler. Enfin, je suis résident, j'ai été recruté en France, et je suis venu travailler pour la commission à Bruxelles. Je décède. Tant que je suis fonctionnaire, le droit fiscal français des successions va s'appliquer. Je prends ma retraite, ça sera le droit belge. J'ai des enfants établis en France. Je prends ma retraite et je reste en Belgique. Et après tout, moi, les gilets jaunes, tout ça, je reste en Belgique. Donc je deviens résident fiscal belge, mais mes enfants sont en France. Comme je suis devenu résident fiscal belge, la Belgique taxe. Comme mes enfants sont en France, la France va vouloir taxer aussi. Article 750 du CGI. Donc j'ai une double taxation. Et voilà que, pour retirer toute angoisse par rapport à mes liens avec la France, j'ai vendu ma maison de vacances dans le Var et j'en ai acheté une autre en Italie. Et c'est cette maison-là que je lègue à mes enfants. L'Italie dit « je taxe ». Les remèdes qu'on va y trouver sont, donc à cette triple imposition dans le cas que je viens d'expliquer, et si vous avez en plus un des enfants qui est résident espagnol, c'est une quadruple imposition. Donc, les remèdes sont, la planification, c'est-à-dire la réflexion personnelle, donc l'organisation de sa succession sur le plan civil et sur le plan fiscal. Ça, c'est la vraie bonne voie, puisque c'est celle qui tiendra compte de tous les paramètres. Si ce n'est pas donc si on ne planifie pas, qu'on ne s'organise pas, on bénéficiera des traités internationaux en matière fiscale. Donc il existe des traités dans mon exemple là, entre la Belgique et la France, la Belgique et l'Italie où j'avais ma maison de vacances, et la Belgique et l'Espagne où un de mes enfants a eu la bonne idée de s'établir. Ces traités vont viser à éviter la double imposition. En tout cas, je devrais plutôt dire à la réduire. Ils vont prévoir que, puisque je décède en tant que résident belge, c'est la Belgique qui peut taxer le patrimoine mondial. La Belgique ne va jamais renoncer à ce droit-là. Aucun des pays ne renonce à ce droit-là. Le défunt était résident ici, ce pays-là va taxer la succession. Mais la Belgique va considérer qu'il y a un bien en Italie, elle sait que l'Italie va taxer. Donc, la Belgique va taxer le bien italien, donc dans le chef des héritiers, mais va déduire l'impôt italien. Donc si l'impôt italien est inférieur à l'impôt belge, il y aura un solde à payer. Si l'impôt italien est supérieur, tant pis. Depuis que Berlusconi est passé par là, les droits italiens sont devenus très faibles. J'ai un traité également entre la Belgique et la France. Alors, ici, je dois déjà faire j'ai fait une petite erreur, là, je m'emballe. Il n'y a pas de traité entre la Belgique et l'Italie, c'est en droit interne que la Belgique dit je sais que l'Italie va taxer, donc moi, en droit interne, j'ai une disposition, l'article 17 du Code des successions belge, qui dit je déduirai l'impôt italien. Avec la France, j'ai un traité qui va éviter radicalement la double imposition. Donc, voilà, pour certains biens, ce sera la France qui taxe, pour d'autres, c'est la Belgique. La Belgique n'est pas un pays qui s'est fort soucié de ses conventions en matière de succession. Nous n'en avons qu'avec la France et la Suède. D'autres pays, et ça, Maître Mans va y venir plus amplement, ont davantage de traités.
En matière, donc on va y venir dans un instant, je voudrais d'abord revenir sur le... c'est ça, hein, oui. Donc d'abord venir sur la fiscalité belge. Que prévoit-elle? Et donc cette fiscalité belge pourra concerner un certain nombre d'entre vous, hein, c'est une certitude. Tous ceux qui vont rester ici après leur retraite, tous ceux qui ont été recrutés en Belgique, quelle que soit votre nationalité, tous ceux qui ont un bien immeuble en Belgique, et qui le garderont même s'ils vont se réinstaller en Espagne ou en Croatie. Bon, en Belgique, si je suis résident belge, les droits de succession s'appliqueront à mon patrimoine mondial. Ils s'appliqueront également à toutes les donations mobilières que j'ai faites dans les 3 années qui précèdent mon décès. En Belgique, les donations mobilières, on va y venir la prochaine fois, je ne vais pas trop dire, mais les donations mobilières sont exonérées d'impôts. Quel que soit le bénéficiaire, quelle que soit la somme donnée, sauf si l'on décède, si le donateur décède dans les 3 ans. Dans ce cas-là, on rapporte cette donation à la succession, et elle est taxée dans la succession. On a également ce qu'on appellerait des fictions fiscales. Elles concernent principalement les assurances-vie. Donc voilà, je ne suis plus propriétaire du capital que j'ai mis dans une assurance-vie il y a 25 ans. Il n'empêche que ce sont mes enfants qui reçoivent ce capital. Il va être taxé. Il y a également, et là je vous invite à la plus grande prudence, ça n'est pas notre sujet ni cette fois-ci ni la prochaine fois, on fera peut-être ça en septembre, octobre, on en avait parlé en matière immobilière. Quand vous achetez un bien immobilier en Belgique, il faut être extrêmement prudent parce que même si vous achetez d'une manière raisonnée, qui serait d'acheter par exemple l'usufruit vous-même, ou vous et votre partenaire, les enfants achètent la nue propriété, il y a des cas où, lorsque vous décéderez, vous, usufruitier, on réintégrera la pleine propriété d'immeuble dans votre succession. Alors que les enfants avaient acheté la nue propriété. Que quand vous décédez, l'usufruit prend fin. Les enfants deviennent automatiquement propriétaires. En général, il n'y aura pas de droit de succession, mais il y a des cas où ça arrive. Donc, des cas qui sont visés par la loi, on peut les décrire évidemment. Et alors, bon, la raison de progressivité, c'est cette règle, une règle d'augmentation des taux en fonction des volumes. Ce n'est pas très important ici. Alors, je crois que c'est moi qui parle encore des taux. Bien, qui sont les redevables des droits de succession? Ce sont les bénéficiaires, donc les héritiers ou les légataires. On n'est pas obligé de léguer sa succession à ses enfants ou son conjoint. On peut léguer à son voisin de palier. On peut léguer à une ONG. Ce sont ces bénéficiaires qui vont payer les droits de succession. Si vous léguez à une ONG comme WWF, une ONG qui est agréée, qui est reconnue par l'administration, son taux d'imposition n'est que de 12,5%. Je dis que 2, pour certains ça peut paraître beaucoup, notamment pour les Italiens, mais 12,5% c'est faible par rapport au taux qu'on rencontre en général. Le taux en Belgique monte jusqu'à 30%, alors on est là, monte jusqu'à 30% en ligne directe, donc si mes enfants ou mon partenaire héritent, donc 12,5% par rapport à 30%, ben, c'est peu. Les taux, je ne sais pas, dans un pays comme la France, montent jusqu'à 45%. Donc, voilà, ce sont les bénéficiaires qui payent l'impôt, chacun a son taux. Ce taux est lié au lien de parenté, et quand il s'agit d'une ONG, il est lié au fait qu'elle est agréée ou n'est pas agréée. Si certains n'ont pas d'héritier, et ça on va y venir la prochaine fois, mais enfin, certains n'ont pas d'héritier direct, et que vous allez léguer à un étranger, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'est donc pas un parent, il est préférable de le léguer à une ONG agréée qui elle-même va rétrocéder à cette personne. Alors après, c'est une question de manipulation arithmétique. On va faire chuter le taux qui, autrement, comme vous le voyez là, pourrait monter à Bruxelles jusqu'à 80%. Donc si vous léguez à votre voisin de palier qui n'est ni votre oncle, ni votre cousin, ni votre frère, les Bruxelles font de même. Et inversement. Et là-dessus, je repasse la parole à mon excellent associé, Maître Mons. Donc voilà au niveau des conventions, donc pour lutter contre la double imposition en matière successorale,
La Belgique a conclu différentes conventions. Manuel a déjà parlé de la France et de la Suède, qui sont les seules conventions en vigueur. On avait un projet avec les États-Unis, mais rassurez-vous, c'est pas pour demain. Le projet, il date de 1955 et il a toujours pas vu le jour, donc il verra sans doute jamais le jour. Les autres pays ont été plus féroces, je vais dire, plus sur la balle avec les conventions préventives de double imposition en matière successorale. Vous voyez la liste là. Et à mon avis, ce qui est intéressant, c'est de reprendre un case et de voir concrètement quels sont les droits à l'étranger. Donc de nouveau, monsieur, madame, 2 enfants, monsieur décède, ses héritiers, c'est madame et les 2 enfants. Mais si le droit fiscal français vient à s'appliquer, madame n'est pas taxée, les enfants sont taxés au droit de succession qui sont progressifs et vont jusqu'à 45%. Par contre, en France, il y a un système d'abattement, 100 000 € par enfant, détaxé. En Allemagne, la logique est la même qu'en France, plus ou moins. Des droits de succession là pour tout le monde qui sont progressifs et vont jusqu'à 30%, avec un système d'abattement. Le fiscalement est plus généreux. Abattement de 500 000 € pour le conjoint, abattement de 400 000 € par enfant. L'Italie, à la sauce de Berlusconi, les droits de succession, là c'est un peu compliqué, c'est 4%, sauf si la succession est immobilière, peu importe, sur des actifs immobiliers. Là, il y a une surtaxe de 3%. Et vous rajoutez à tout ça un système d'abattement de 1 million d'euros en faveur du conjoint et de chacun des enfants. Donc, peu de successions en Italie sont taxées. En Espagne, plus compliqué avec les droits foraux. Donc, le droit fédéral prévoit un droit de succession progressif qui monte jusqu'à 34, avec des systèmes d'abattement en Catalogne, en Navarre, et un autre système qui est assez intéressant, il est originaire de Madrid, c'est une exonération de 99% de la base taxable. Donc, seulement 1% de la succession sera taxée au taux de progressifs qui vont jusqu'à 34%. Ce régime était en vigueur à Madrid, et depuis le 18 avril, si ma mémoire est bonne, j'hésite entre le 8 ou le 18 avril, donc disons depuis le mois d'avril, c'est aussi valable en Andalousie. Donc pour des personnes qui font de la stratégie patrimoniale au niveau international, ce genre de disposition est une réelle aubaine, offre des perspectives de fou, si je puis dire. Et puis il y a des États qui sont encore plus coulants, comme la Pologne, le Portugal et la Suède, où là il n'y a pas de droit de succession. Et donc voilà, la suite c'est comment optimiser, comment faciliter le transfert d'un patrimoine. Donc maintenant on vous a expliqué les règles. Qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien, vous décédez sans organiser au niveau civil, au niveau fiscal? La prochaine conférence qui aura lieu le 3 juin, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, quel aménagement faire pour faciliter le transfert, pour réduire les coûts et pour assurer une paix familiale. Écoutez, merci pour cette belle exposé. Avant de passer aux questions-réponses, je crois qu'on peut applaudir Voilà, on va faire quelques séances de questions-réponses. Vous avez combien de temps avec nous? On va dire un quart d'heure. Ça, on va fixer comme ça. Un gros quart d'heure, 20 minutes. Un gros quart d'heure, 20 minutes, disons. On va commencer par là, et puis je vais tourner par ici, comme ça vous pourrez éviter de sauter d'un endroit à l'autre, comme ça les gens savent à l'avance. Ici, les collègues savent qu'on va passer dans cet endroit-là pour les questions. Madame, au bout. Merci beaucoup. Oui, merci Maître pour cet exposé, c'est vraiment très utile, et merci aussi aux organisateurs d'avoir mis ça en place, c'est très apprécié. J'ai 3 questions, mais très courtes. D'abord, la différence de taux, est-ce qu'elle s'explique en fonction de la valeur du patrimoine ou en fonction de du bénéficiaire, s'il est loin ou proche? La valeur du patrimoine. Et quel est le taux pour les ascendants, pour les pères et mères? Là, en fait, ça va dépendre de la région compétente. Donc, à Bruxelles, mais donc on est sur du père et mère, on est en ligne directe, donc c'est 3 à 30%. Donc vous êtes sur la ligne directe, qu'elle monte ou qu'elle descende, c'est la même. Une dernière question par rapport à la réserve du conjoint survivant. Donc la réserve légale, c'est la moitié du patrimoine, mais est-ce que c'est la moitié de la quotité disponible ou est-ce que c'est la moitié de la masse successorale? Merci. Ouais, désolé de vous couper. La réserve héréditaire en fait, du conjoint survivant, elle s'articule autour de 2 axes. Il a au moins droit à l'usufruit sur le domicile, le logement familial, et il a droit à l'usufruit sur la moitié de la masse successorale.
Par contre, si la valeur du logement familial excède la moitié de la masse successorale, il conserve son usufruit là-dessus, indépendamment du surplus. Je ne sais pas si j'ai été clair. Donc, c'est au moins, on va faire dans l'index, au moins l'usufruit sur la moitié du patrimoine, de la masse successorale, et l'usufruit sur le logement familial. Ah oui, donc s'il y a un enfant, la quotité disponible est d'un moitié, mais lui, il a quand même son usufruit sur la moitié de toute la masse, indépendamment de la quotité disponible, ou de la réserve de l'enfant. Exact. Et alors, dans les faits, ce qui va se passer si la masse successorale, c'est un fromage ou une tarte, vous la coupez en deux. Donc on a repris le slide, ouais. La réserve héréditaire, c'est la partie, je suis toujours mauvais, à gauche de la tarte, et la réserve des enfants, pardon, à gauche, et la réserve du conjoint, qui est de la moitié de la masse successorale, s'imputera sur la quotité disponible, pour éviter les interactions entre le conjoint et les enfants. Question par là, monsieur. Oui, donc vous avez dit que la loi a modifié en 2018 récemment les principes de succession en Belgique, et il y a eu une loi avant 88, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'il en est des contrats qui ont été signés antérieurement au mariage? Quelle loi s'applique à ces contrats? De mariage ou de donation? Non, des contrats de mariage, c'est savoir en séparation de biens. Est-ce que c'est la loi actuelle ou la loi antérieure? Donc en fait, vous avez très bien ciblé, la date clé c'est le 1er septembre 2018, où il y a une réforme qui a changé au niveau du droit des régimes matrimoniaux. Pour faire très simple, tous les contrats antérieurs restent régis par les anciennes règles. Les contrats futurs, évidemment, sont soumis aux nouvelles règles, et alors si vous voulez bénéficier de nouvelles règles, si vous voulez faire bénéficier vos anciens contrats des nouvelles règles, là, il faut faire des aménagements, donc à l'échelle notaire, pour ajouter par exemple une société d'acquet à un régime de séparation des biens. Plus de questions par ici, j'arrive. Plus de questions par là. Alors allez-y, après on passe sur... Donc, vous avez dit que le droit qui s'applique est le droit du pays où on avait une résidence avant de venir travailler ici. Mais, On parle du droit fiscal, là. oui, mais quand on est espagnol et qu'on a été recruté ici, je peux choisir le droit espagnol ou pas? En fait, Si j'ai gardé ma nationalité espagnole. Oui, oui. donc au niveau fiscal, vous ne pouvez pas faire de choix. Donc à ce que je comprends, vous êtes recruté à partir de la Belgique. Donc on va appeler ça la manière générique, votre état de recrutement c'est la Belgique. Et donc fiscalement, vous êtes traité comme un résident fiscal belge. Au niveau successoral, je décède, ma succession sera régie par le droit fiscal belge. Vous décédez, on est dans le même bateau, en quelque sorte. Vous êtes régi par le droit fiscal belge. Au niveau civil, par contre, étant donné que vous avez conserver votre nationalité espagnole, vous pouvez, par exemple, par le biais d'un testament, dire je soumets ma succession au droit civil espagnol. L'un des intérêts, selon les droits foraux, c'est de limiter la réserve héréditaire, soit de vos enfants, soit du conjoint survivant. Et donc ça, vous pouvez très bien faire, mais la fiscalité restera attachée à la Belgique. Et alors, donc, et donc ce droit civil, c'est parce que vous avez parlé de chaque région a une... Ouais. Et quelle région je dois choisir? En fait, vous ne pouvez pas choisir, c'est la région d'origine en quelque sorte, la région dans laquelle vous avez grandi. Je n'ai pas grandi en Espagne. Vous êtes né en... Je suis né hors d'Europe. Ok. Et mes parents ont émigré en Belgique. Et je suis arrivée à 5 ans, à l'âge de 5 ans, et j'ai été recrutée ici. Il y a une réponse, mais ça va être trop loin, c'est vous avez un patrimoine? Non, en Espagne, pas du tout. Alors c'est la région dans laquelle est situé votre patrimoine. Si c'est dans plusieurs communautés autonomes, droits foraux, enfin communautés autonomes, c'est la région dans laquelle vous avez le plus, la plus grande valeur patrimoniale. Et ça, on rentre dans des arcanes. Un peu compliqué pour aujourd'hui. Vous enrichissez les avocats. Oui, merci. Et un autre facette des mêmes questions, à niveau partie civile, partie fiscale, et aussi les droits foraux espagnols qui sont très complexes.
Et je viens de Catalogne, un système spécifique. Et vous avez parlé qu'évidemment, ce que je sais, les conjoints n'ont pas droit à la réserve héréditaire, etc. Mais quid des bon exemple d'un enfant, d'un premier mariage de mon mari? Est-ce que mon mari, cas de figure, hein, je suis espagnol, mon mari est belge, on décide à la pension de deux ou à la pension de qui que ce soit revenir en Espagne, à Barcelone à nouveau, et mon mari n'a pas de relation avec un enfant d'un premier mariage qu'elle voudrait déshériter. Est-ce que la législation, dans ces cas-là, orale catalan, permet, dans ces cas-là, de le faire? Parce que vous savez parler des conjoints, mais pas des enfants, dans ces cas de figure. Merci. Okay. Oui, donc en fait, non. Votre résidence habituelle poste, dans votre scénario, à un moment donné, monsieur, madame et l'enfant, enfin, monsieur et madame s'établissent à Barcelone, la Catalogne, donc. La Catalogne permet de déshériter le conjoint, mais pas les enfants, donc les enfants auront une réserve héréditaire, donc l'enfant d'un premier lit de votre compagnon, de votre mari, pardon, aura une réserve héréditaire. Là où il faut un petit peu, à mon avis, chercher, c'est peut-être profiter du fait qu'aujourd'hui vous êtes résident civil belge, vous et votre mari, pour envisager une structuration qui permette de déshériter, enfin qui permette, si votre mari le veut, de déshériter son enfant, notamment par des véhicules. Maître de Kayser a cité la fondation, il y en a d'autres, et tout ça on peut très bien faire. Merci. Deux petites questions. Si j'ai bien compris, si le défunt n'a pas exprimé de choix par rapport à la loi civile qui s'applique, dans ce cas-là, ce sera la loi de l'état de résidence au moment du décès? Exact. Oui, tout à fait. Ok, merci. Deuxième question, dans le cas d'un ressortissant belge qui s'établit à l'étranger après sa retraite, quel est l'impact en matière de loi applicable? Mais donc, s'il n'y a pas eu de choix de loi, vous décédez dans un autre État que l'État belge, ça sera l'État de la résidence habituelle au moment du décès. Donc, par exemple, vous partez au soleil au Portugal, mais ce sera le droit portugais qui va s'appliquer. Voilà. Si jamais vous voulez faire un choix de loi, soit avant votre départ, soit après votre départ, vous êtes limité à la nationalité. Et donc vous pourrez imaginer que vous êtes national belge, vous partez vous établir au Portugal, vous prenez un testament soit lorsque vous êtes au Portugal, soit lorsque vous êtes en Belgique, en stipulant que l'aspect civil successoral, votre succession sera régie par le droit civil belge. Et donc il n'y aura pas d'incidence. Monsieur Levard. Merci. Question, donc j'ai perdu un parent donc, en Italie, je suis italien et je travaille à la commission en Belgique. Donc il y a mon père et mon frère. Donc la première question c'est la succession, ça sera entière pour chacun, si j'ai bien compris. La deuxième question, est-ce qu'au-delà du droit de succession italien, est-ce que moi je dois aussi payer des taxations en Belgique? Mais donc la première question, vous avez parfaitement compris, un tiers, un tiers, un tiers. Et alors, est-ce que vous devez payer des droits de succession en Belgique? La réponse a priori serait non. Pourquoi a priori? Ça dépend de la composition du patrimoine de votre maman. Donc, si votre maman avait des biens immobiliers en Belgique, des droits, non, mais donc non, il n'y aura pas de droit à payer. J'ai des questions, pas de réponse. Et la première question, je n'ai pas vraiment compris ce que c'est exactement la masse successorale. Je ne sais pas si ça a été expliqué. Et la deuxième chose, dans ma situation, ce qui m'intéresse, si on n'a pas de testament, qu'est-ce qui se passe exactement avec la maison dans le cas de figure où mon mari va rester là-bas avec nos deux enfants qui n'ont pas encore 18 ans? Est-ce qu'il pourra vendre la maison si c'est nécessaire ou pas? Merci. Donc première question, la masse successorale. En droit belge, la masse successorale c'est assez simple. C'est le patrimoine au décès. Donc je décède, qu'est-ce qu'il y a dans mon patrimoine? C'est ça à la base. À ça, on ajoute toutes les donations que j'ai faites durant ma vie, plus si j'ai pris des autres dispositions patrimoniales type assurance vie. Donc tout ça rentre, c'est une formule arithmétique, quoi, tout ça s'additionne, et c'est ce qu'on nomme masse successorale. Après, pour répondre sur le droit de votre mari de vendre le domicile, ce que je ne comprends pas bien, le domicile est où? Et la nationalité de chacun, enfin le pays de recrutement de chacun, c'est quoi? Donc je crois que mon pays de recrutement, c'est malheureusement la Belgique.
le domicile est à Bruxelles et mon mari est citoyen d'un pays tiers. Ok. Ben, en fait... Ok. Donc là, et désolé, encore une question. Le domicile, c'est à 50-50 ? Ok. Mais donc là, vous décédez. Votre mari, s'il n'y a pas de testament, recueille l'usufruit sur votre part dans le domicile. Vos enfants, la nue propriété. Il ne peut pas, sans doute, vendre le bien sans l'accord de vos enfants. Si l'enfant est mineur et qu'il veut néanmoins vendre parce qu'il veut se rétablir dans son pays tiers, il peut solliciter l'accord du juge de paix. Oui, si votre mari souhaite vendre votre domicile pour pouvoir, par exemple, retourner dans son pays tiers avec votre... Merci de votre attention.